26 mai 1940, 18h57. L'amirauté britannique lance l'évacuation d'une partie de son corps expéditionnaire engagé en France depuis l'automne 1939. L'opération porte un nom qui restera célèbre, Dynamo. En quelques jours, des centaines de bateaux devront prendre la mer pour sauver plusieurs dizaines de milliers de combattants pris au piège à Dunkerque. À l'heure où débute la périlleuse opération, Winston Churchill pense qu'une poignée d'hommes parviendra à s'extirper de l'enfer. La ville, pilonnée sans trêve par l'artillerie et l'aviation allemande, ne sera bientôt plus qu'un tas de ruines. 400 000 soldats britanniques et français y sont bloqués. Leur situation est quasiment désespérée. Pourtant, début juin 1940, après une semaine d'efforts insensés, près de 340 000 hommes, dont plus de 200 000 Britanniques, auront quitté la cité en flammes. L'évacuation de Dunkerque est une indéniable réussite que la presse outre-Manche s'empressera de qualifier de miracle. Mais comment les Alliés ont-ils réussi à rembarquer leurs troupes? Dans quelles conditions cette évacuation s'est-elle déroulée? Pourquoi les Allemands ne sont-ils pas parvenus à écraser les forces de leurs adversaires? Ont-ils laissé passer une occasion de mettre à genoux l'Angleterre? Historien et journaliste, j'ai voulu comprendre ce qui s'était passé à Dunkerque en ce mois de mai 1940. J'ai recueilli des témoignages. Elle a couru à l'eau, tout habillée, pour sauver les marins. J'ai récolté des indices. Bah tiens, regarde, t'as récupéré une balle anglaise. J'ai traversé le temps. Des passionnés d'histoire vivante ont reconstitué pour moi la dureté des combats. Sur les lieux mêmes de l'affrontement, j'ai retrouvé la mémoire de soldats dont l'engagement héroïque est à l'époque largement passé sous silence. Car, à 1 contre 10, voire à 1 contre 30 parfois, 25 000 Français, épaulés par quelques unités britanniques, ont lutté pied à pied pour ralentir l'avancée allemande. Par leur courage et leur ténacité, ces oubliés d'une histoire tragique ont rendu possible l'opération de la dernière chance. Leur résistance acharnée a permis de sauver une grande partie du corps expéditionnaire britannique. C'est le sacrifice de Dunkerque. Mai 1940. Adolf Hitler lance l'offensive en Europe occidentale suivant les directives établies par von Manstein. C'est le plan jaune. Depuis le mois de septembre 1939, ce plan a été modifié et son exécution a été reportée à plusieurs reprises. Le 10 mai à l'aube, un groupe d'armées envahit les Pays-Bas. La ville de Rotterdam est violemment bombardée. Le pays capitulera en seulement 4 jours. Entre-temps, le 11 mai, le fort d'Eben-Emael en Belgique tombe aux mains des Allemands qui ont franchi le canal Albert sans coup férir. Tout le dispositif belge s'effondre. Les 1er et 7e armées françaises et le corps expéditionnaire britannique se lancent alors au secours des Belges et se heurtent violemment aux forces allemandes. L'état-major allié vient de tomber dans le piège tendu par Adolf Hitler. Le 12 mai 1940, le maréchal von Rundstedt engage 3 Panzerkorps du groupe d'armée A et la moitié des moyens aériens de la Luftwaffe. Son objectif, les Ardennes. Les 13 et 14 mai, les forces allemandes brisent les défenses françaises et s'emparent de la place forte de Sedan avant de traverser la Meuse. Le 15 mai au soir, le front est perforé sur une largeur de 100 km. Les divisions de Panzer foncent vers l'ouest. Le 18 mai, Cambrai et Saint-Quentin sont pris. Le 19, les chars allemands sont à Péronne. La nasse se referme sur les forces franco-britanniques.
L'amirauté anglaise prend alors les premières dispositions pour évacuer les soldats de son corps expéditionnaire. 3 ports d'embarquement s'imposent, Boulogne, Calais et Dunkerque. Il ne reste plus à l'état-major franco-britannique qu'à ordonner le repli de ses meilleures divisions pour tenter d'arrêter les forces allemandes. Mais la manœuvre s'effectue dans une pagaille monstre. Les routes sont encombrées de civils qui fuient les zones de combat. Les convois sont bombardés constamment. Avec ses 3500 avions, la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, possède une force sans pareille, capable d'écraser ses adversaires, grâce notamment à 1120 bombardiers dont le Heinkel He-111, les Dornier et les tristement célèbres bombardiers en piqué Junker-Ju 87 Stuka. Armé de 3 mitrailleuses d'un calibre de 7,92, larguant avec une grande précision jusqu'à 500 kg de bombes, le Junker-Ju 87 est surtout connu pour les sirènes mécaniques fixées sur le train d'atterrissage non rétractable de l'appareil et produisant un son strident lors des attaques en piqué. Le plan de von Manstein, dont Hitler revendiquera vite la paternité, a fonctionné à merveille. Une dizaine de divisions de chars ont traversé une région fortement boisée, jugée impénétrable par les généraux français. Les forces franco-britanniques sont acculées. Il faut agir certes, mais les choix tactiques sont aussi cruciaux que diamétralement opposés, évacuer ou se battre pour rétablir le front. Le champ des possibilités va se réduire très rapidement. Le 20 mai à 6 h du matin, la 7e division de Panzer de Rommel atteint le sud d'Arras. À 10 h 30, les chars des 1e et 2e divisions Panzer de Guderian franchissent la Somme. À 14 h, ils sont devant Abbeville, s'en emparent et poussent des éléments légers jusqu'à Aumale. À la fin de l'après-midi, la coupure entre les armées alliées du Nord et celles du Sud atteint 90 km. À 20 h, les panzers de Guderian atteignent la côte. Les armées alliées sont désormais coupées en deux par les unités allemandes. La situation s'aggrave. Les Allemands vont trop vite. Le commandant en chef du corps expéditionnaire britannique, Lord Gort, envisage alors de lancer une contre-offensive immédiatement. Mais les Français ne sont pas prêts. L'encombrement des routes entrave les mouvements des troupes. Conscient qu'un temps précieux a d'ores et déjà été perdu, Lord Gort décide malgré tout d'attaquer au sud d'Arras. Fantastic opportunity. Le 21 mai 1940, à 14 h, les 4e et 7e bataillons du Royal Tanks Regiment, ainsi que la 3e division légère mécanisée française fortement amoindrie, s'élancent. Les unités allemandes sont d'abord surprises par la résistance des chars alliés. Une soixantaine de chars français Hotchkiss et Somua, et une centaine de tanks britanniques, dont une petite vingtaine de Matilda Mark II. Un char d'assaut de 24 tonnes, dont l'épaisseur du blindage frontal, 78 mm, dépasse celle de tous ses adversaires, mais dont la puissance de feu, un canon de 40 mm, s'avère vite insuffisante. Les forces allemandes sont si secouées que Rommel est persuadé d'être attaqué par 5 divisions. Au cours de la seule journée du 21 mai, il perd 400 hommes et une vingtaine de blindés. Mais la contre-attaque est finalement stoppée par le feu des canons antiaériens de 88 mm, utilisés comme arme anti-char, et par l'intervention d'une escadrille de Stuka. Dépourvus de soutien aérien, incapables de tenir le terrain conquis faute de renforts, les Alliés doivent se replier. L'échec de la contre-offensive sur Arras achève de convaincre Lord Gort qu'il n'y a plus qu'une seule issue possible pour le corps expéditionnaire britannique, se replier au plus vite sur Dunkerque pour rembarquer. Les Allemands, eux, poursuivent leur progression. Le chef de l'armée française, le général Weygand, établit alors un plan censé permettre aux Alliés de ressouder le front en attaquant de Cambrai vers le sud et de la Somme vers le nord. Peine perdue. Les forces allemandes avancent trop vite. Les chars du 19e corps blindé de Guderian
atteignent Boulogne puis Calais, désormais assiégés. Dans la nuit du 23 au 24 mai, les Britanniques se retirent même d'Arras car leurs troupes sont menacées d'encerclement. Le 24 mai, les Allemands lancent une offensive d'envergure sur toute la ligne de front entre Gravelines et Watt, le long de la rivière A, dernier obstacle naturel pour défendre Dunkerque. Les Panzers de la première division ne sont plus qu'à quelques kilomètres de la ville. Pourtant, le 24 mai à 11h30, Adolf Hitler prend une décision inattendue. Il accepte la proposition de von Rundstedt de stopper l'avancée des blindés. C'est le Haltbefehl. Le Führer bloque l'offensive alors même qu'il semblait pouvoir écraser les Alliés. Le lieutenant-colonel Rémy Porte est historien au service historique de l'armée de terre. Rémy, comment expliquer la décision de Haltbefehl prise par Adolf Hitler? Alors, il y a une littérature extrêmement importante sur le sujet. Il y a eu toute une série d'explications qui vont de la logistique à la tactique, au politique, au diplomatique et même à la psychologie du Führer pour essayer d'expliquer cet ordre étonnant et qui va permettre d'évacuer davantage de soldats alliés. En fait, je pense qu'on est à la conjonction de plusieurs facteurs. D'un point de vue strictement militaire, pour les généraux allemands, qui doutent quand même, qui sont inquiets d'avoir ces divisions panzer de plus en plus loin de leur base, avec une armée française qui s'écroule de façon incompréhensible, qui va peut-être se ressaisir, qui va peut-être contre-attaquer massivement. Et donc, pour les généraux allemands, il y a une inquiétude. Les élongations augmentent, le soutien, l'entretien, la maintenance de leurs blindés devient aléatoire. Ils ont perdu quand même beaucoup de chars depuis le début de la campagne. Donc, qu'on fasse une pause pendant un jour ou deux pour regrouper, reconditionner les matériels avant de reprendre l'offensive, d'un point de vue tactique, ce n'est pas stupide. Par ailleurs, dans l'idée d'Hitler de laisser éventuellement une porte de sortie pour des négociations, pour des conversations de paix avec les Britanniques, il est également assez logique de ne pas pousser trop vite son avantage. Et donc on arrive à un moment où il y a une conjonction des avantages relatifs au plan tactique et au plan diplomatique qui fait que l'ordre d'arrêt des divisions allemandes peut être donné. Cet ordre inattendu consterne les généraux des divisions engagées en France. Le colonel Schmundt, aide de camp du Führer, chargé de transmettre l'ordre d'arrêt, écrit « Il ressemblait à une meute de chiens de chasse, arrêtés en plein élan avant la curée, et qui voient échapper leur proie. » Certains généraux, n'en faisant qu'à leur tête, poursuivent même l'offensive comme Guderian, qui ne fait pas reculer les éléments du 19e corps ayant franchi la rivière A. Le 24 mai, le général Fagald, commandant en chef du 16e corps d'armée français, se voit confier la mission d'assurer, sous l'autorité de l'amiral Abrial, la défense terrestre de la région Boulogne, Calais, Dunkerque. Le général Weygand veut gagner du temps pour établir un front défensif échelonné en profondeur. Il envisage de mettre en place des camps retranchés, des hérissons. Ces points fortifiés permettent de mobiliser les forces de l'assaillant sur plusieurs positions très bien défendues et de contre-attaquer sur le flanc des unités contournant ces zones de résistance en les coupant de leurs éléments de soutien. Cette défense en hérisson doit permettre aux Alliés le maintien d'un corridor d'une centaine de kilomètres de long reliant la région de Lille à Dunkerque. Au 25 mai, la ligne de front part de Gravelines, passe par Saint-Omer, Béthune, Bouchain, Roubaix et va jusqu'à la région de Bruges. Le gros des forces franco-britanniques occupe la zone sud-ouest. Au nord-est, l'armée belge est retranchée derrière la Lys. Mais ces lignes craquent. Les Belges sont incapables de passer à l'offensive. Pire encore, leur front est enfoncé en plusieurs points par les coups de boutoir de la 6e armée allemande. Les Belges n'ont plus de réserve. Si leur front s'effondre, le corps expéditionnaire britannique sera menacé sur son flanc et ses possibilités de repli vers Dunkerque, dans le cadre d'un éventuel rembarquement, seront considérablement réduites. Le 25 mai, le bataillon britannique engagé aux côtés des Français dans la défense de la ligne de la rivière A quitte au matin ses positions sans prévenir le commandement français. Mais le général Barthélemy contre-attaque dans ce secteur
et disperse l'infanterie allemande. Dans de telles circonstances, difficile d'envisager, comme Weygand le préconise, une offensive dans le sud pour rejoindre la Somme, d'autant que Boulogne et Calais sont tombés aux mains des Allemands les 25 et 26 mai 1940. Les Alliés ne tiennent que 45 km de côte et il n'y a plus que 3 ports pour rembarquer, Gravelines, Ostende et surtout Dunkerque. Le 26 mai, Lord Gort, commandant en chef du corps expéditionnaire britannique, reçoit un message très clair de son ministre de la Guerre, Anthony Eden. Si les informations reçues sont exactes, une seule possibilité vous reste, la mer. Toutes les plages et tous les ports situés à l'est de Gravelines serviront au rembarquement de vos forces. La marine fournira les navires et embarcations nécessaires. L'aviation couvrira totalement l'opération. Comme ce repli peut devoir intervenir très vite, il importe de vous y préparer de toute urgence. Le 26 mai 1940, à midi, Hitler autorise la reprise de l'attaque. Les divisions de Panzer reprennent leur avancée. Lord Gort n'a plus qu'un seul objectif, quitter le continent le plus rapidement possible, avec le plus de soldats possible. À 18h57, ce 26 mai, l'amirauté britannique engage l'évacuation par la mer de son corps expéditionnaire. Les Français ne sont pas mis au courant et croient encore pouvoir tenter une offensive salvatrice vers la Somme. Cette évacuation à l'envergure exceptionnelle, conçue dans l'urgence, porte un nom de code qui demeurera célèbre, Dynamo. Les autorités britanniques pensent faire évacuer entre 45 et 50 000 soldats. La situation est dramatique, car la Grande-Bretagne a envoyé en France la quasi-totalité de son armée de terre, soit 250 000 hommes, dont il va falloir protéger le rembarquement à Dunkerque. Rémi, au 26 mai, comment est organisé le périmètre de défense de Dunkerque? Alors, au 26 mai, la poche qui s'étend globalement de Nieuport à Gravelines a été divisée en 2 grandes zones de responsabilité. À l'ouest, les unités françaises. Sur la partie est, les divisions britanniques. En fait, cette organisation initiale va assez rapidement évoluer, du fait en particulier du rembarquement rapide des troupes britanniques, et d'autre part parce qu'arrivent aussi de nouveaux éléments français épars qui viennent compléter ou compliquer la défense. Afin d'éviter les embouteillages, quasiment tous les véhicules doivent être abandonnés à l'entrée du périmètre défensif, au-delà des canaux. Les troupes s'organisent à l'intérieur du dispositif en renforçant notamment les positions le long des voies d'eau au fur et à mesure de l'arrivée des unités. Le front réservé aux Britanniques est divisé en 3 secteurs, un par corps. Chacun de ces secteurs possède sa bande côtière pour l'évacuation, ses réserves de vivres et de munitions. Des dizaines de milliers d'hommes s'installent dans les dunes. Archéologue de formation, Johan Hilbig arpente les dunes depuis sa plus tendre enfance. Un terrain de jeu qui fut, voilà 75 ans, le précaire refuge de 2 armées au bord du chaos. Pourquoi il y a tant d'artefacts ici, en fait? Pourquoi il y a tant d'artefacts ici? C'est très simple, c'est tout simplement parce qu'ici tu es sur le lieu de Brédune, tu es sur un lieu qui a servi de regroupement pour les troupes françaises au tout début de l'opération Dynamo. Suite à ça, tu as les Anglais qui sont venus, donc c'est vrai qu'il y a eu énormément de passages. Donc du coup, ici, dans les dunes, c'était pour eux un lieu de protection avant de pouvoir réembarquer sur les différents navires au large. Et il y a beaucoup de monde. Et il y a énormément de monde ici, oui, effectivement. Et encore aujourd'hui, on trouve des choses ici dans les dunes? Bien sûr. Alors qu'il y a beaucoup de monde qui vient à la plage. Ah, il y a beaucoup de monde qui vient à la plage, oui, il y a encore beaucoup de monde, mais on retrouve effectivement beaucoup de choses. D'ailleurs, je t'invite, si tu veux, à... Tu veux dire qu'aujourd'hui encore, on peut nous trouver des choses? Ah oui, je te confirme. Ah bah tiens, regarde, Exact. juste ici, Ah, c'est dingue. regarde. On est vraiment sur le sol historique. C'est du Charpenel. Ça, c'est du shrapnel. Là, Ah, mais il y en a encore, là. Tiens. Là. Ici, regarde. Regarde, celui-là, ça c'est du lourd. Ça doit être de l'obus, ça, je pense. De l'obus, ouais. Ça y ressemble.
Et donc tu retrouves aussi des choses assez personnelles. Moi je sais qu'ici on retrouvait à une certaine époque des vestiges par exemple de brosses à dents. On trouvait des vestiges notamment de caisses d'obus de mortier anglaises, des restants de masques à gaz. On retrouve beaucoup d'éléments de masques à gaz. Et malheureusement ça arrive. On retrouve même encore, des cadavres. Ça c'est fréquent. C'est encore assez fréquent. Ouais. Et ça, c'est une structure béton qui a été construite après par les Allemands. Ouais, ça c'est du Tobruk. C'est du Tobruk qui a été construit à l'aménagement, on va dire, dans les années 42-43. On va dire ça comme ça. Ouais. Mais ce qui est intéressant, donc tu vois, avec les structures comme là ici en béton armé, c'est qu'avec le sable et avec le vent, ça permet de ramener tout ce qui a attrait, tu vois, aux artefacts métalliques. Ouais. Donc il y en a partout, tu vois, regarde, en fait, il y en a là. plein. Regarde. Donc tu vois, alors tu as effectivement des cochonneries. Bah tiens, regarde, tu as récupéré une balle anglaise là. Voilà, tu as une balle anglaise, tu vois, tu as un bouton. Tu as du bouton. Bouton pression. Tu as un peu de tout, tu vois, regarde. Je te suis, hein. Tiens, regarde. Tout ça, c'est de l'acier. Regarde, de la bouclerie. Regarde, une belle boucle. Alors là, c'est bien visible. Une belle boucle, ça c'est du français, à tous les coups. C'est dire à quel point finalement les dunes ont été un dépotoir. Quoi. Un dépotoir, ouais, effectivement, ouais. Et ça prouve à quel point les soldats français ont été présents ici. Ouais. Oui, les soldats français ont été présents autant que les Anglais. Si les premiers embarquements se déroulent sans trop de problèmes, très vite, Hitler demande à la Luftwaffe de pilonner Dunkerque sans relâche. La ville ne sera bientôt plus qu'un tas de ruines. Les vagues d'appareils se succèdent, immeubles, usines et installations portuaires sont en feu. Les navires bondés vont devenir des cibles de choix. La situation se complique sérieusement. Historien dunkerquois, Olivier Vermèche est passionné par l'histoire de l'opération Dynamo, à laquelle il a consacré plusieurs études et ouvrages. Olivier, dès le début, la mise en place de l'opération Dynamo semble compromise. Oui, tout à fait, Serge, puisque la ville est bombardée, le port aussi, de façon assez importante. Les infrastructures du port souffrent, les écluses ne fonctionnent plus. La raffinerie de pétrole est en feu. Donc quand les Britanniques mettent en place l'opération, notamment l'amiral Ramsay, il ne reste plus qu'au niveau potentiel que l'avant-port ouest qu'on a ici devant nous et toutes les plages qui vont jusqu'à la Belgique. Il y a quand même un gros souci, c'est qu'on est ici sur une côte basse, donc les grosses unités ne peuvent pas arriver assez proche du littoral. Les bateaux touchent le fond. En fait. Exactement. Donc l'amirauté britannique réquisitionne la plaisance britannique pour envoyer plus de 1200 bateaux vers Dunkerque pour pouvoir instaurer ce système de batelage entre les grandes unités et la plage et ramener les soldats ainsi vers le large et pouvoir être évacués vers l'Angleterre et améliorer ainsi l'embarquement depuis les plages parce que le port c'est pas suffisant. En même temps, la marine française va réquisitionner les forces maritimes du Nord. On va demander aussi aux Belges de participer. Il y aura des navires norvégiens, il y aura des navires hollandais, ce qui fait que ça devient une opération internationale. Cette armada doit atteindre Douvres en empruntant 3 routes maritimes codées. X, longue de seulement 80 km, mais qui ne sera totalement déminée que le 29 mai. Y, qui évite l'artillerie allemande mais s'étend sur 130 km. Et enfin, la route Z, la plus courte avec 60 km, mais soumise au tir des canons de Calais. Dès l'aube du 27 mai, les batteries de Calais tirent sur les bateaux alliés. Les attaques aériennes redoublent d'intensité. Les convois sont à la merci des vedettes lance-torpilles de la Kriegsmarine, les Schnellboot. Longs de près de 33 mètres pour 1,47 m de tirant d'eau, bien adaptés à la mer ouverte, pouvant parcourir 800 milles nautiques, soit 1500 km à une vitesse moyenne de 56 km/h, les S-Boat, armés de 4 torpilles de 533 mm et de 2 canons de 20 mm et 40 mm,
se mettent en chasse de leur proie au large de Dunkerque. Comment se déroule la journée du 27 mai 1940 et les premiers embarquements? Très difficilement, puisque la ville est totalement bombardée. Göring décide de prendre en main la lutte contre l'opération Dynamo et d'envoyer la Luftwaffe raser la ville. Il y a des milliers de bombes incendiaires qui tombent sur une ville encore du 19e siècle. La ville est rasée? La ville brûle, 80% de la ville va être détruite. Et les bombardements se font aussi vers les points d'embarquement, par les bombardiers légers allemands, les fameux Stuka. Donc l'embarquement se décale beaucoup plus vers l'est. Et là, on va avoir un souci puisque les Français qui se replient de Lille arrivent sur le littoral, évitent la ville et se retrouvent en plein milieu du dispositif britannique. Donc les Français voient les Britanniques qui embarquent. Eux ne peuvent pas encore embarquer parce que leur embarquement est prévu au port. Ils essaient d'embarquer sur les plages des Britanniques, ils sont refoulés parce que tout simplement c'est normal, c'est pas leur unité, c'est pas leur navire. Donc on a des heurts. En plus, les Britanniques veulent protéger leur plage d'embarquement, donc ils bloquent l'arrivée des troupes motorisées françaises à l'extérieur de la plaine maritime. Une fois de plus pour éviter les embouteillages. Pour éviter l'embouteillage, donc il y a des cordons de sécurité qui sont mis en place sur les ponts, il y a des heurts, il y a des armes qui sont sorties, mais bon, malgré tout, en grande majorité, les choses se passent correctement. Mais la situation de l'armée belge devient de plus en plus préoccupante. Les hommes sont à court de munitions. Les blessés sont si nombreux que les hôpitaux ne peuvent les recevoir. En milieu de journée, le 27 mai, le roi envoie un message aux Alliés. Il a l'intention de capituler. La nouvelle est grave. Les Britanniques n'ont qu'une seule peur, que le front s'effondre et que les Allemands déferlent sur Dunkerque, mettant fin à tout espoir de rembarquement. L'armée anglaise ne serait plus qu'un souvenir et le pays ne s'en remettrait sans doute pas. Le 28 mai à minuit 20, l'armée belge capitule. La donne vient de changer. Cette reddition découvre dangereusement le flanc gauche du corps expéditionnaire britannique. Lord Gort donne l'ordre à ses troupes stationnées sur la Lys de se replier en toute hâte vers Dunkerque. Depuis le 20 mai, la zone tenue par les Franco-Britanniques s'est réduite comme peau de chagrin. Pour atteindre Dunkerque, les troupes françaises qui se battent à Lille doivent emprunter un étroit corridor qui se réduit de plus en plus. Les chefs des unités françaises parvenus à rallier les alentours de Lille vont prendre une décision providentielle pour sauver ce qui peut l'être encore. L'adjudant-chef Gonzague Carpentier connaît bien les événements survenus à Dunkerque et sa région. Depuis 20 ans, il n'a de cesse de rendre hommage aux hommes de la prévôté, la gendarmerie militaire. Gonzague, le 28 mai 1940, se déroule à Steenwerck une réunion d'état-major des plus importantes. De quoi s'agit-il exactement ? Alors en fin de compte, dans ce petit village de Flandre se retrouve l'ensemble des états-majors de l'armée du Nord qui ont réussi à fuir la poche de l'île qui est en train de se refermer. Et donc se pose la question, est-ce qu'on va abandonner en rase campagne ou tenter la percée? Alors c'est la volonté du général de la Laurencie, commandant le 3e corps d'armée, de pousser ses officiers généraux à accepter, malgré la réticence de deux généraux essentiels que sont le général Janssen et le général Lucas, respectivement 12e DIM et 32e DI. Et donc l'ordre à 19h15 est donné par le général de la Laurencie de dire « Go, on y va » par 3 rocades en direction de Dunkerque. Et il était temps, puisque le général Priou, commandant la première armée, lui sera fait prisonnier à Steenwerck le lendemain matin à midi. Donc à 12h près, ce sort de la bataille de France aurait été joué et donc il n'y aurait pas eu de rembarquement français à Dunkerque. Et surtout, il n'y aurait pas eu de porche de résistance finalement. Absolument. Ouais. En fait, les Français auraient été coincés dans l'île qui devait tomber quelques jours plus tard. Exactement. Au 28 mai, l'île est définitivement encerclée, mais ne se rend pas. Dans la ville assiégée, le général Molinier regroupe 35 à 40 000 hommes, notamment des troupes coloniales très éprouvées par 12 jours de lutte ininterrompue. Son ordre est simple, résister sur place face à l'ennemi, d'où qu'il vienne. Face à eux, 7 divisions allemandes, plus de 130 000 hommes et pas moins de 400 chars.
Pourtant, les combattants de la poche de l'île vont tenir, devant la puissance de feu des Panzers et sous les bombes des Stuka qui les harcèlent sans trêve. Cette résistance insensée va stopper net l'avancée allemande dans le secteur et faciliter l'organisation de la défense du camp retranché de Dunkerque. Sauvés in extremis de l'encerclement, les hommes de la 12e division d'infanterie motorisée du général Janssen parviennent enfin dans le secteur de Dunkerque. Ils se battent en retraitant depuis 15 jours. Il manque d'effectifs, d'armes, de munitions. La division ne possède plus que 12 canons et 8000 hommes, la moitié d'un effectif normal. Ces soldats manquent de tout, sauf de courage. Ils savent qu'ils doivent couvrir leur embarquement. Ils prendront les derniers navires à destination de l'Angleterre, s'il y a des navires, car dans les dunes, beaucoup de soldats attendent. Olivier, quelles sont les conditions de vie dans les dunes, notamment pour les soldats français? Les soldats français sont regroupés d'abord à Brédune, au camp du Perroquet. Ensuite, ils vont se déplacer sur nos terminus, là où on se trouve actuellement. Ils sont plusieurs dizaines de milliers d'hommes, répartis en 5 zones. Le but, c'était de vider une zone au fur et à mesure pour les envoyer vers leur point d'embarquement. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus d'intendance. Donc c'est les hommes du général Guillemet qui va s'occuper de l'intendance du camp des dunes, qui va leur ramener le ravitaillement, en récupérant du ravitaillement dans les véhicules abandonnés, en allant aussi aux magasins généraux à Dunkerque ou dans le port, ramener ce qu'ils peuvent trouver. Et puis certaines unités vont improviser, vont récupérer des cadavres de chevaux, des troupes hippomobiles, vont les découper sur place, vont récupérer notamment les biscuits guerre anglais dans les cantinières qui sont laissées. L'alimentation ne va pas être trop problématique parce que les gars se débrouillent. Le seul souci, c'est l'eau potable. Donc l'intendance va ramener du port des citernes de vin, ce qui va des fois poser des soucis à certains moments. Il y a un puits qui va être en activité au niveau de la batterie de Vitcote, mais bon, c'est difficile de gérer des dizaines, il faut y aller. Donc certains vont envoyer des unités à la recherche d'eau dans les maisons aux alentours, et notamment récupérer de l'eau dans les vases de suspension. Et puis une des activités aussi importantes, ce sera de récupérer sur les véhicules les chambres à air, parce que beaucoup d'hommes ne savent pas nager et il faut se sentir un peu plus à l'aise avec une chambre à air autour d'eux. Donc en fait, plusieurs milliers d'hommes sont ici et ça pose des problèmes logistiques cruciaux. Ah, énorme, parce que quand on regarde un peu la globalité du camp des dunes, c'est 80 000 personnes qui sont passées et nourrir et ravitailler en alimentation en eau 80 000 personnes en plein moment d'embarquement et puis avec des combats tout proches, c'est problématique, ça c'est sûr. Au soir du 28 mai 1940, plus de 18 000 soldats britanniques ont été évacués contre 3 000 Français seulement. Ce n'est pas suffisant, d'autant que les responsables britanniques annoncent à leurs homologues français leur décision d'évacuer les 250 000 hommes de leur corps expéditionnaire. Tous les bateaux, même les plus petits, doivent faire route vers la ville assiégée. Dans son livre « Le sable de Dunkerque », l'écrivain et journaliste Richard Collier témoigne. On n'avait jamais vu pareille armada. Des centaines de bateaux, construits pour effectuer de courts trajets en rivière, n'avaient jamais pris la mer. Peu d'entre eux étaient protégés contre les mines. Presque tous manquaient d'armement et de provisions convenables. À mesure que cette flotte approchait de Dunkerque, même les officiers de marine les plus endurcis sentaient leur gorge se serrer. Le 29 mai à 7h20 du matin, le général Weygand envisage enfin le rembarquement des troupes françaises. Il ne transformera pas Dunkerque en un vaste camp retranché, ravitaillé par la mer. En avait-il les moyens d'ailleurs? Göring envoie des centaines d'appareils pilonner la région. Depuis le début des affrontements, la Luftwaffe ne cesse de bombarder Dunkerque. Des milliers de tonnes de bombes sont déjà tombées sur la cité, qui est en grande partie détruite. Dans la seule journée du 27 mai, 15 000 à 20 000 bombes ont été lâchées sur la ville. Tous les quarts d'heure, des vagues de 30 à 40 appareils surgissent dans le ciel. 1000 civils meurent ce jour-là. Plus de 3000 sont blessés.
Christiane Toulouse habitait une maison en bord de mer au mois de mai 1940. Elle se souvient très bien de cette période terrible. Christiane, quel âge aviez-vous à la fin du mois de mai, début juin 1940, et quels souvenirs vous gardez de cette période? Alors, je suis née en 1934. Donc, en 1940, j'avais 6 ans. Et on habitait juste la maison de ma grand-mère. Et tous les soirs, les gens, ils allaient s'abriter dans la cave. Mais ma grand-mère ne voulait pas. Elle avait horreur d'aller dans une cave. Et un beau jour, les bombardements, ils étaient tellement intenses que mon grand-père, il a tellement été choqué par tous ces bombardements qui venaient, il nous a dit, on va tous dans la cave. Il y avait du monde, il y avait des hommes, il y avait des enfants, il y avait du monde. Alors on était tous là, on entendait ces bombardements, les bombes siffler, les avions qui piquaient comme ça. Et à un moment donné, on a entendu un cri. Alors on a écouté, on faisait un deuxième cri, au secours, au secours. Donc maman, elle dit, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui appelle au secours. Mon grand-père, il ne faut lui pas bouger. Non, non, il ne faut pas bouger, il ne faut pas bouger. Quelques minutes après, au secours, au secours, au secours. Maman, elle s'est levée. Elle a dit, on appelle, il y a quelqu'un qui appelle au secours. Il n'y a personne, il n'y a pas un homme, il n'y a rien qui se lève, qui veut venir avec moi. Même mon grand-père, il retenait maman. Il disait, non, tu n'iras pas. Maman, elle est partie. Et là, elle a vu un marin du Chasseur-Neuf. Le Chasseur-Neuf, il avait été bombardé. Elle a couru à l'eau, tout habillée, pour sauver les marins. Elle en a ramené 10, mais il n'y a personne qui a bougé malgré tout. Je viens bien tardivement vous remercier chaleureusement des soins que vous avez donnés à mon fils Pierre Philippot. Pendant des dizaines d'années, les matelots rescapés sont restés en contact avec la femme qui leur avait sauvé la vie. Elle a dû être courageuse parce qu'elle est comme ça, courir dans l'eau, tout habillée pour les sauver. Elle en a sauvé 10. Eh bien, il n'y en a pas beaucoup qui auraient fait ça. Surtout une femme. Il fallait que ça soit une femme. Voilà. Une héroïne de Dunkerque. Voilà, voilà. Contrairement à une idée reçue, la Luftwaffe n'a pas la maîtrise complète des airs. Les avions allemands venus d'aérodromes très éloignés ne peuvent demeurer plus de 5 minutes sur zone. Les Spitfire et les Hawker Hurricane de la Royal Air Force se battent pied à pied pour empêcher les bombardiers allemands d'écraser la flotte sous un déluge d'acier. Au-dessus de Dunkerque, les combats aériens sont intenses. Entre le 26 mai et le 3 juin 1940, la Luftwaffe va perdre 240 appareils contre 177 pour son adversaire. Mais si la réussite du rembarquement doit beaucoup aux pilotes alliés, les Stuka vont tout de même faire des ravages dans l'armada de navires mouillant dans le port ou au large de Dunkerque. Dans la seule journée du 29 mai, 15 navires anglais et 4 français sont coulés. Le 30 mai, le torpilleur français Bourrasque coule, entraînant dans la mort 500 de ses 800 passagers. Camille Vermont était à bord. La Bourrasque s'était couchée sur le flanc. Les naufragés tombaient par grappes à la mer, d'autres s'accrochaient encore sur l'avant. Il est impossible d'oublier l'inhumaine clameur, les hurlements déchirants poussés par des centaines de malheureux, emportés par les remous, asphyxiés par la nappe visqueuse de mazout. En tout, ce ne seront pas moins de 235 embarcations, dont 6 destroyers britanniques, 2 contre-torpilleurs et 5 torpilleurs français, qui sombreront dans le port ou au large entre le 27 mai et le 3 juin 1940. Leurs épaves témoignent encore de la violence des combats et de l'ampleur des destructions. Certains bateaux ont coulé si près des côtes que leurs vestiges sont encore visibles à marée basse. Plongeur amateur, passionné d'histoire, Bruno Pruvot guide régulièrement des visiteurs sur ces témoins de l'opération Dynamo, comme le Crested Eagle, un magnifique bateau à roues à aubes qu'un destin tragique a conduit des bords de la Tamise aux plages de Dunkerque.
Voilà le Crystal Eagle. Voilà. Donc c'est un énorme bateau ça. Il fait 91 mètres de long, pour plus de 10 mètres de large avec les roues. Là il y a une masse incroyable d'acier posée sur la plage. Posé et enfoncé. Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que ce bateau finisse ici? Eh ben, on est le 29 mai. Il se dirige, revenant de La Panne par la route Z, pour se rendre sur la jetée est de Dunkerque, pour embarquer des soldats. Il arrive là, il y a déjà un bateau, le Fenella, qui coulait. Il récupère déjà les rescapés de ce bateau. Il embarque 600 soldats et à 18h30, quitte le quai. Et le 29, en fait, c'est la journée où il y a eu plus de bombardements sur les bateaux. Ouais. Et en passant devant Malo, il reçoit une première bombe, puis 2 autres bombes au milieu du bateau. Le bateau commence bien sûr à brûler, mais il ne coule pas. Par contre, le commandant n'a plus la maîtrise de la navigation et il décide d'échouer ce bateau ici à Zuidcote, près du sanatorium. Donc il vient s'échouer sur la plage en fait. Alors voilà, comme on peut le voir, il a dû arriver à pleine vitesse. Et le fait est, c'est que l'avant, la proue du bateau s'est cassée. Donc ça c'est l'avant. Ça c'est l'avant. Ah oui, on voit En fait, ça c'est une chaîne en fait. C'est la chaîne de l'ancre. Là, il repose de flanc en fait. Voilà, côté bâbord. Cette partie est cassée côté bâbord. Les soldats qui avaient dedans, déjà, ont dû subir ce choc. Ouais. Dans les cales en plus, ils étaient enfermés dans les cales. Dans les cales. Ensuite, arrivé là, le bateau a continué à brûler. La plupart ne savaient pas nager. Donc, soit ils ont sauté mais meurent noyés, ou soit ils n'ont pas osé sauter, ils sont morts asphyxiés ou brûlés. Et tout ça devant des milliers de soldats qui les regardaient. On est le 29 mai. Oui, la plage est remplie de monde en fait. Voilà. Là, il reste combien de structures du bateau qui émergent du sable? Là, il est enfoncé de plus de 3 mètres. Il y a 3 mètres d'acier encore dans le sable. 3 mètres d'acier dans le sable. Donc c'est une masse, il reste encore une masse énorme. Voilà, tout ce qui était sous la ligne de flottaison est encore présent en fait. Là, on voit bien la structure. Ah oui, on voit bien le... Donc, quand je suis ici, je suis sur le pont du bateau. Voilà, sur le pont, on voit très bien le bois du bateau qui est un peu noirci, en fait, c'est parce que le bateau a brûlé. Et on voit des compressions collées sur le bois. Ouais, c'est ça, ouais. Là, imaginons que je suis à l'intérieur du bateau. Ouais. Et ici étaient stockés les gilets de sauvetage. D'accord. Je continue, et là, par exemple, je rentre ici, on est dans les toilettes. Ici, ça, c'est les toilettes. Voilà, on voit la forme de la toilette là, qui était là. Il y en a un là et un derrière toi. Alors quand c'est un peu plus dégagé, on reconnaît, on voit du carrelage encore. Et les soldats, pour rentrer dans ce bateau, rentraient ici, il y avait une porte. Et donc il y avait la passerelle qui permettait d'accéder à l'intérieur du bateau. Là, on voit les dégâts des bombes qui sont tombées à l'arrière des chenales des machines. Ouais. C'est ici. Tout est mâché en fait. Là, on peut imaginer que c'est vraiment l'impact des bombes. Souvenir d'une période bien tragique. Bien tragique. On est au cœur de l'opération Dynamo là déjà. Dans les journées des 29 et 30 mai 1940, plus de 100 000 Britanniques ont pu embarquer. Les Français, eux, attendent toujours. Au cours de ces 2 jours, 6 000 d'entre eux seulement ont quitté Dunkerque pour rejoindre l'Angleterre. Pire encore, devant les pertes considérables de navires, l'amirauté britannique envisage de retirer de l'opération Dynamo tous les destroyers modernes. Pourtant, à terre, tout est prêt pour évacuer un maximum de combattants français. Le 29 mai 1940, l'amiral Brial confie au général Henri Vernillat, commandant la 43e division d'infanterie, la responsabilité du regroupement des grandes unités et éléments organiques d'armée et de corps d'armée. Un camp de transit, le camp du Perroquet, est d'abord créé pour canaliser les hommes isolés et les unités en attente d'embarquement ou d'affectation dans le dispositif de défense. Ce regroupement s'avère très efficace. Le 30 mai au matin, on dénombre 37 000 hommes dans ce camp de transit désormais rebaptisé camp des Dunes.
Il est alors déplacé plus à l'ouest, entre le sanatorium de Zuidcote et la station balnéaire de Malo-les-Bains, afin de l'éloigner des zones d'embarquement britanniques et ainsi d'éviter des tensions. Olivier, comment ce rembarquement peut-il se passer? On ne sait pas le nombre de bateaux qui arrivent, on ne connaît pas leur tonnage véritablement, et les officiers ne savent même pas où est-ce qu'ils vont accoster. Comment on peut organiser un rembarquement dans ces conditions? Alors il faut deux états-majors. Il faut un état-major maritime et un état-major terrestre. Donc ici, l'état-major terrestre, c'est le général Vernillat de la 43e DI qui va organiser le camp des dunes en 5 zones. Et ces zones, en fait, permettent de rassembler les hommes prioritaires pour l'embarquement, c'est-à-dire les spécialistes, les DLM, et les regrouper par dirons, grand groupement de 1000, en petit 250, et puis compagnie d'embarquement de 50 avec des listes. Et l'organisation maritime, qui est au bastion 32, sous la tutelle de l'amiral Imbrial, reçoit les messages des navires qui arrivent avec la capacité d'embarquement. Et ils orientent ensuite les unités en fonction des arrivées de navires, soit à la plage, soit au port. Tout est en fait parfaitement organisé. Et il y a même un troisième camp qui est créé à l'ouest du port, là où les Français arrivent. On appelle un camp d'attente, qu'on appelle le camp ouest, qui se trouve près des lots du phare de Dunkerque. Comme ça, les hommes qui arrivent vers le port pour embarquer, si jamais il y a un retard pour une question d'attaque au large ou bien un problème de marée, ils peuvent patienter là, se remettre par unité de 50 et embarquer le plus rapidement possible, parce que le but c'est que les embarquements durent moins d'une demi-heure, et on arrive en moins d'une demi-heure à rentrer 500 hommes sur un torpilleur français. En fait, c'est une organisation incroyable. À partir du 2 juin 1940, les troupes françaises peuvent enfin réellement embarquer, mais pendant la journée, les bombardements rendent les opérations extrêmement risquées. Pour faciliter les transbordements depuis la plage, le génie français réalise, comme l'avaient fait les Britanniques avant eux, des jetées formées de camions. Dans les derniers jours de mai, pour couvrir le rembarquement, le général Fagald réorganise la défense du camp retranché. Quel est le dispositif de défense tout autour de Dunkerque à la fin du mois de mai? Alors à la fin du mois de mai, le dispositif a très largement évolué. La poche de Dunkerque n'a cessé de se réduire sous la pression allemande. Nous avons de l'ordre de 25 à 30 000 hommes spécifiquement dédiés à la défense du périmètre, mais c'est un effectif qui fluctue en fonction des arrivées de derniers éléments jusqu'à la fermeture définitive du corridor et en fonction des rembarquements qui se poursuivent. Les Britanniques en particulier rembarquent à ce moment-là 50 000 hommes par jour. Et on commence, à partir de la fin du mois de mai, à embarquer les Français. Sur la partie ouest, qui est toujours sous la responsabilité exclusivement française, les Allemands ont progressé et la 68e division d'infanterie est pratiquement dans les faubourgs de Dunkerque. Sur la partie est, où il reste quelques troupes britanniques, les Français ont progressivement étendu leur dispositif, de sorte que, progressivement, l'ensemble de la défense du dernier réduit de Dunkerque revient entre des mains françaises sous responsabilité française. Globalement, 4 petites divisions, épuisés, avec des hommes fatigués après 3 semaines de combat, opposés à 8 divisions allemandes supérieurement équipées, parfaitement bien approvisionnées. Dans ces conditions, la résistance devient de plus en plus difficile. À Paris, un conseil suprême interallié se réunit le 31 mai à 14 h. À ce moment-là, 165 000 hommes, dont 150 000 Britanniques et 15 000 Français seulement, ont été évacués de Dunkerque. Paul Reynaud obtient de Churchill le maintien de 3 divisions britanniques sur place. Mais dans l'après-midi, à Dunkerque, le général Alexander, commandant de la 3e division d'infanterie britannique, apprend à ses interlocuteurs français, le général Fagald et l'amiral Imbrial, que ces 3 divisions décrocheront la nuit même, et surtout que le général Gort, qui aurait dû faire appliquer les ordres de Churchill, est déjà parti. En fait, Alexander ment, car Gort est toujours là. Mais ses valises sont prêtes, et son bateau appareillera vers 2 h du matin, le 1er juin. Les Britanniques
n'ont pas du tout l'intention de rester une minute de plus. Vous livrez la moitié de l'armée française aux Allemands, nous avons reculé en ordre depuis la défense de l'île, nos gars ont repris le moral. Nous n'avons plus rien à vous dire. Bien sûr. Pour l'amiral Abrial, la conclusion est limpide. Il déclare « Puisqu'il n'y a plus moyen de compter sur la coopération anglaise, la mission qui m'a été dévolue sera assurée par les troupes françaises seules. Nous, Français, sommes liés à une mission impérative qui est de résister jusqu'à la mort pour sauver tout le personnel possible de la tête de pont de Dunkerque. Tant que ce but n'aura pas été atteint, nous resterons sur place. » Désormais, les Français vont devoir poursuivre seuls le combat. Mauvaise nouvelle, 7 divisions allemandes supplémentaires s'apprêtent à fondre sur Dunkerque. Le 31 mai 1940, les points de résistance lillois cessent le combat les uns après les autres. Les Français sont épuisés, les unités sont décimées et ne disposent plus de munitions. Mais elles sont parvenues à bloquer 7 divisions allemandes pendant 5 jours. 5 jours de répit qui ont permis à d'autres troupes d'atteindre le périmètre de défense de Dunkerque. L'exploit est si impressionnant que le général allemand Wager fait rendre les hommages aux défenseurs de la poche de Lille. Le 1er juin, 2 bataillons de marche en armes défilent sur la grande place de la ville. Il y a là des tirailleurs tunisiens et marocains, des zouaves, défilant sous les regards médusés des Allemands, étonnés de voir ces soldats de couleur qui leur ont tenu tête, marchant à l'unisson de leurs camarades de métropole. Rémi, quelle est la situation du carreau tranché de Dunkerque le 1er juin 1940 ? Alors, au 1er juin, la situation n'a cessé de se dégrader. Dans la nuit, les dernières troupes britanniques ont été retirées des premières lignes pour être rembarquées. Et dans la journée, les Allemands vont exercer en quelque sorte une double action. Sur les flancs, à l'ouest et à l'est, envoyer des patrouilles de plus en plus puissantes par la route de Grand-Sainte ou en direction de Zuidcote pour contraindre les Français à se replier. Et en milieu de journée, vont exercer leur effort maximum, à la fois par les blindés et leur infanterie, qui vont contraindre, en dépit d'une résistance acharnée, les Français à se replier sur une bande côtière extrêmement étroite. Les combats ont lieu dans les faubourgs de Dunkerque désormais. À la fin de la journée, on se bat directement en bord de mer et à Dunkerque. Les positions de la 12e DIM sont soumises à de violents tirs d'artillerie. Sur tout le front, le scénario est identique. Lorsque les canons se taisent, l'aviation prend le relais. Partout, les troupes françaises sont écrasées par un pilonnage incessant. Et pourtant, elles tiennent. Le PC de la division s'installe au fort des Dunes où les transmetteurs établissent rapidement des liaisons téléphoniques qu'ils devront rétablir régulièrement à cause des bombardements. Le commandant de la 12e DIM, le général Janssen, sait rapidement ce qui attend ses hommes. Général. Bon. J'arrive du bastion 32. Les chefs ont donné leurs ordres. La division n'embarque plus. Nous avons reçu la mission d'assurer la défense ferme de la zone est du périmètre tranché. Les Allemands attaquent sur l'ensemble du front du camp retranché. La zone des dunes est ravagée par un terrible bombardement. Les nombreux blessés français sont transportés au sanatorium de Zuidcote, transformé en hôpital de campagne. En fin de journée, le général Janssen, commandant de la 12e DIM, est tué par une bombe dans l'enceinte du fort. In nomine Patris, et Filis, et Spiritus Sancti. Amen. Dans la seule journée du 1er juin, 64 429 Britanniques ont été évacués. Mais 30 000 à 40 000 Français sont encore sur place et l'amirauté ordonne d'interrompre tous les embarquements de jour.
les dernières unités anglaises se dirigent vers le port. À 23h30, le 2 juin 1940, le message tombe enfin. Le corps expéditionnaire britannique a été évacué. Le rythme d'évacuation des unités françaises s'accélère, même si certains navires repartent à vide, faute de coordination. Dans la nuit du 2 au 3 juin, 30 000 hommes de plus quittent l'enfer de Dunkerque. Pour l'amirauté britannique et pour le Premier ministre Winston Churchill, l'opération Dynamo constitue une réussite extraordinaire que la presse va s'empresser de transformer en miracle. Mais la situation de la Grande-Bretagne est préoccupante. L'armée anglaise n'est plus en mesure d'intervenir sur le continent avant plusieurs mois. Elle a dû abandonner en France 2472 canons, 63 879 véhicules, 20 548 motocyclettes et plus de 500 000 tonnes de vivres et de munitions. Il ne lui reste plus que 500 pièces d'artillerie disponibles, en comptant celles qui seront retirées des musées. La Royal Navy déplore la perte de 6 destroyers, 19 autres ont subi de sérieuses avaries. La Royal Air Force, avec 177 avions abattus, est également sérieusement amoindrie. À l'aube du 3 juin, les combats reprennent. Les lignes françaises sont sous le feu d'un pilonnage incessant. Mais les hommes qui ont reçu l'ordre de résister encore toute la journée tiennent toujours. Des soldats du 150e régiment d'infanterie font même 45 prisonniers. Pourtant, l'étau se resserre inexorablement sur Dunkerque. Mais en fin de journée, ce 3 juin 1940, les Français résistent encore dans les faubourgs de la ville à Grande-Sainte, Coudekerque-Branche et Rosendael. À 20h30, les unités de la 12e DIM décrochent en laissant derrière elles une section par bataillon d'infanterie. Ces hommes doivent opposer une ultime résistance pour permettre à leurs camarades de rembarquer. Ils se replieront en dernier, à minuit, en abandonnant leurs bagages, les équipements et l'armement lourd préalablement sabotés. Leurs munitions seront noyées. Vers 22h, l'amiral Abrial, le général Fagald et quelques autres officiers supérieurs embarquent sur une petite vedette rapide qui va rester dans les parages jusqu'à 2h du matin pour superviser les ultimes rembarquements. Les hommes de la 12e DIM, eux, vont mettre 6 heures pour parcourir les 4 kilomètres qui les séparent du môle Est, où ils sont censés rembarquer. Les défenseurs du périmètre de Dunkerque ne sont pas prioritaires, et pour cause. Des dizaines de milliers d'hommes attendent déjà. Le général Barthélemy, commandant en chef du secteur fortifié des Flandres, dont les hommes avaient formé des détachements d'embarquement un peu avant minuit, décrit cette cohue. Des ruisselets humains sortaient de partout et convergeaient vers la jetée en formant leur jonction en un fleuve immense, mu par l'annonce que là se trouvaient les dernières chances d'embarquement. Olivier, qu'est-ce qui se passe quand les défenseurs français de Dunkerque, notamment les hommes de la 12e DIM, se retrouvent sur les lieux prévus de leur embarquement ? Ils se trouvent acculés à la mer, mais devant un bouchon généré par les troupes du camp des Dunes qui devaient embarquer depuis la veille. Il y a eu du retard à l'embarquement. On a eu 10 000 hommes qui ont raté l'embarquement, notamment dans la nuit du 2 juin. Donc ces hommes sont là, attendent, ils sont prêts à embarquer. Arrivent les hommes de la 12e DIM qui sont forcément derrière. Donc il va falloir désengorger les embarquements sur la plage et sur la sud HT Est que les Anglais et les Britanniques ont libérés depuis le 2 juin. Et ils arrivent sur place et finalement la grande partie ne pourra pas embarquer parce qu'on fait d'abord embarquer les gens qui sont devant eux. On va embarquer surtout d'abord les services, l'intendance, les services sanitaires. Il y a encore des bateaux à ce moment-là ? Il y a encore des bateaux. Les Britanniques et les Français embarquent encore. On va embarquer les défenseurs au port ouest, puisque c'était le port français. Il y a encore plus de 10 000 hommes là, dans les dunes à l'ouest de Dunkerque. Arrivent les défenseurs de la 12e DIM ici. On va embarquer sur des navires britanniques, sur des bateaux de pêche belges, sur des navires français. Mais le
problème, c'est que déjà, à l'époque, on n'embarquait plus que de nuit, parce que les embarquements de jour étaient trop dangereux en raison du potentiel destructeur de l'aviation allemande. Donc on est coincé sur un créneau horaire bien précis, il y a la marée, et les Britanniques, depuis la veille, veulent embouteiller le port de Dunkerque, parce qu'ils ne veulent pas que les Allemands puissent utiliser le port. Il y a toujours la crainte de cette invasion des îles britanniques. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils vont faire sauter des bateaux, s'aborder des bateaux à l'entrée du pont de Dunkerque pour le bloquer complètement. Ils avaient déjà essayé la veille, mais ils avaient mal calculé la dérive des courants en raison des marées. Donc en fait, les bateaux qui ont coulé juste ici, à l'endroit où on se trouve actuellement, n'ont pas permis de boucher le port. Donc ils vont ramener d'autres cargos remplis de ciment qu'ils vont sauter pour en fait embouter la sortie du port. Ça a lieu le 4 juin au matin à 3h45. Donc à partir de 3h45, plus personne n'embarque puisque les bateaux ne peuvent plus accéder dans le port. Ça signifie qu'il n'y a plus aucun bateau donc, pour les Français. Il n'y a plus aucun bateau pour les Français. À 3h40, le vieux destroyer Shikari appareille pour l'Angleterre. Il est le dernier navire à quitter Dunkerque. 338 682 hommes ont été évacués depuis le début de l'opération Dynamo. Parmi eux, un peu plus de 123 000 combattants français. Les 28 000 défenseurs, eux, n'ont pas pu embarquer. Henri Boulot témoigne. Notre groupe de la 12e dîme reste soudé jusqu'à la jetée Est, déjà envahie, où nous avançons seulement de quelques dizaines de mètres. Il est tard, trop tard. Le jour se lève, il n'y a plus de bateau, plus d'espoir. Je suis très triste, c'est affreux. Les visages de tous mes compagnons d'alors, quel que soit leur grade, faisaient ressortir le même sentiment d'impuissance, d'abandon. Je me souviendrai toujours de ce vide immense ressenti à cet instant. Qu'il y ait pire désarroi, je ne le pense pas. Les hommes qui ont réussi à fuir Dunkerque seront conduits en France dès le 8 juin, où ils combattront jusqu'à l'armistice. Certains perdront la vie au cours de cette ultime bataille. La plupart des survivants partiront en captivité. En 9 jours de combat, 12 000 soldats alliés ont été tués ou sont portés disparus, dont 5 000 Français. 20 000 Allemands ont été tués ou blessés. Le haut commandement allemand peut nourrir des regrets. Son incapacité à écraser le corps expéditionnaire britannique va avoir des conséquences sur la poursuite de la guerre. Bien qu'ayant perdu une grande partie de ses équipements et de ses véhicules en France, l'armée britannique a récupéré ses hommes. Ils seront d'abord affectés à la défense du pays avant d'être envoyés sur d'autres théâtres d'opération, une fois les dangers d'invasion définitivement écartés. Même si le Premier ministre Winston Churchill rappelle dès le 4 juin que les guerres ne se gagnent pas avec des évacuations, le miracle de Dunkerque, vite transformé en esprit de Dunkerque, galvanise les foules à l'heure où le Royaume-Uni se retrouve seul face au Reich hitlérien. Ce sauvetage insensé est hissé au rang de victoire. Le moral des Britanniques avait bien besoin de ça. Ce 4 juin 1940, quelques heures à peine après la fin de l'opération Dynamo, à la Chambre des communes, Winston Churchill prononce l'un de ses discours les plus célèbres. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. La Grande-Bretagne vient de récupérer ses soldats. Ceux qui leur ont permis de rentrer chez eux sont français. Ils sont restés sur les plages de Dunkerque. La Seconde Guerre mondiale
ne fait que commencer.